Mon général, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, chers camarades du corps de l'armement, chers camarades de l'arme, mesdames et messieurs, chers amis, je tenais d'abord à remercier les organisateurs et l'école de cavalerie pour m'avoir fait l'honneur de me demander de participer à cette journée. Et ils m'ont dit, il va falloir que tu leur parles de chars, et je leur ai répondu, ça tombe bien, j'adore ça. Alors je voudrais démarrer cette petite présentation par un clin d'œil. Si vous avez la chance d'aller au musée Picasso à Paris, ce superbe musée, vous pourrez découvrir un dessin de l'artiste dans lequel il représente la guerre et la paix. Et vous verrez tout de suite que, en fait, il représente la guerre, il dessine la guerre en représentant un char. Donc je ne vous cache pas toute l'affection que j'ai pour Picasso. À l'heure où je m'exprime devant vous, je dis que bienheureux ceux qui ont des certitudes en matière de chars, le royaume des blindés leur appartient. À défaut de certitude, je vais vous faire part d'un certain nombre de mes convictions. Alors nous rentrons dans le vif du sujet. Le char, c'est incontestablement un sujet d'actualité. Donc les chars, en ce moment, on les utilise massivement, par centaines, voire par milliers. On les abîme, on les endommage, on les répare, on en détruit énormément. Il y a énormément de commandes de chars, c'est par paquet de 100 pratiquement tous les mois qu'on enregistre des contrats dans différents coins de la planète et en particulier en Europe. Les usines qui fabriquent des chars sont absolument saturées, alors bon, sauf en France, on y reviendra peut-être. Et il y a une véritable frénésie, pour ne pas dire autre chose, en ce moment dans le domaine des chars, qui doit impérativement appeler notre attention. Et on peut dire qu'il est aujourd'hui au centre de l'actualité, ce qui n'était pas forcément évident quand on prend une machine à remonter le temps et qu'on se met juste avant le début de la guerre en Ukraine. Il y a eu incontestablement un effet accélérateur, et sur cette planche, vous avez quelques exemples de réalisations très récentes, où on trouve un petit peu de tout. On trouve des chars légers, dont c'est le grand retour. On trouve des chars lourds, on trouve des prototypes ou des démonstrateurs de chars à tourelles téléopérées, on trouve des architectures beaucoup plus classiques, voire même des architectures un petit peu inattendues avec des équipages de 4 hommes pour des chars supposément modernes. On trouve des tentatives aussi pour robotiser tout ça. Alors nous allons rentrer dans le détail de cette affaire, sachant que j'ai 45 minutes, donc 45 c'est 9 x 5, j'ai 9 thèmes à aborder et je vais essayer de tous les contenir dans cet espace de temps restreint de 5 minutes. Alors le premier rappel, c'est qu'il n'y a pas de meilleur char au monde dans l'absolu, il y a le char qui vous convient. Sur cette représentation, j'ai pris quelques exemples. Incontestablement pour les Israéliens, le meilleur char du monde, c'est le Merkava. Il a été conçu pour un couple menace-terrain qui leur est tout à fait particulier. Donc c'est un char extrêmement lourd, extrêmement bien protégé. Les Israéliens n'ont aucun souci de projection puisqu'ils font la guerre à 500 mètres de leur quartier. Ils engagent leur char systématiquement, c'est-à-dire que le char Merkava est un char éminemment employable puisqu'il est très employé par définition. Et la masse ne change rien à l'affaire. Sa conception est tout à fait particulière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le connaissez. Ensuite, on prend le cas du char japonais. Donc, quelle est la problématique du Japon ? Le Japon doit protéger des îles, doit protéger d'abord l'archipel principal, et ensuite doit protéger des îles qui sont extrêmement loin de cet archipel. Pour ce faire, ils doivent projeter leurs chars sur les bateaux de la marine japonaise, et les contraintes de déplacement à la fois opératifs et stratégiques font que ce char ne peut pas dépasser 45 tonnes. Donc en clair, on a dit aux ingénieurs japonais, vous avez 45 tonnes de matière, débrouillez-vous pour faire un char avec ça. Et ça fait un très bon char. Le Type 10 est un très bon char. Toujours pour rester en Asie, si je prends l'exemple de l'Indonésie, eh bien le meilleur char pour l'Indonésie, c'est l'Arimo. Donc l'Arimo, c'est un char encore plus léger, il fait entre 30 et 35 tonnes. Il est équipé d'un canon de 105. Pourquoi 105 ? 105 parce que ça suffit
Ça suffit pour traiter la menace qui, en première approximation, sont les unités d'infanterie de marine chinoises et puis les mouvements de guérilla qu'on trouve un petit peu éparpillés partout dans la jungle. La problématique de l'Indonésie, c'est que c'est un archipel avec presque 15 000 îles. Pour naviguer d'île en île, on prend des bacs ou on prend des ferries. Voilà, et que des chars de 60 tonnes sont tout simplement incapables d'être transportés sur des bateaux de ce type-là. Ensuite, quand on arrive sur une île indonésienne, eh bien c'est de la jungle, ou bien ce sont des plantations d'EVA ou d'huile de palme. C'est un relief extrêmement tourmenté, il faut franchir des torrents sur des petits ponts, et donc un char qui fait plus de 30 tonnes n'a aucune chance de faire la guerre en Indonésie. Et puis on a nos deux vedettes de la guerre froide, le Leclerc et le char américain Abrams, qui étaient censés combattre les soviétiques dans les plaines d'Allemagne. Et on voit que pour un même couple menace-terrain, en fait les deux chars sont différents, tout simplement parce que les cultures en matière de chars entre la France et les États-Unis sont différentes. Et on n'insiste jamais assez sur le côté culturel du char. Et donc le Leclerc a été conçu avec des priorités claires. La première, c'est la qualité du tir, le deuxième, c'est la mobilité, la troisième, c'est la protection. Le M1, pour faire exactement la même chose, eh bien, en tête, ils ont passé la protection, ensuite la qualité du tir et enfin la mobilité. Voyez. Alors on ne peut pas parler de char futur sans parler de stratégie de protection qui est directement liée à la classe de masse que l'on veut atteindre. Alors sur ce schéma, j'ai tenté de représenter toutes les menaces qui s'abattent sur un char. Alors j'ai mis un char, mais en fait j'aurais pu mettre un Jaguar AVBCI ou un Serval, le schéma est exactement identique. Et ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'en fait, les nouvelles menaces ne chassent pas les anciennes. Donc en clair, les drones n'ont pas chassé ni les missiles, ni les mines, ni les IED, ni les CGN, ni les bombelettes d'artillerie. Et que d'autre part, le char est globalement un espèce de parallélépipède. Et il se trouve que la surface aujourd'hui la plus agressée est malheureusement celle qui fait la plus grande, qui est malheureusement la plus grande. En clair, c'est le toit. Alors, on savait mettre beaucoup de blindage sur la surface frontale parce qu'elle ne faisait que 5 mètres carrés, et on était bien content de cette affaire. S'il faut mettre la même épaisseur de blindage sur un toit de 20 mètres carrés, on voit qu'on va atteindre très rapidement les limites physiques de l'exercice, et comme il est hors de question de faire des chars entre 100 et 120 tonnes, il va falloir complètement changer de stratégie. Alors, ce que l'on peut dire dans un premier temps, c'est que à ces menaces actuelles vont se rajouter d'ici peu de nouvelles menaces, comme les lasers, les armes électromagnétiques ou la guerre cyber, qui va venir perturber les logiciels qui contrôlent un certain nombre de fonctions à l'intérieur du char. Et je ne vous cache pas que j'ai en fait plus peur des armes électromagnétiques que des drones. Alors pour préciser cette affaire, regardons un petit peu ce qui s'est passé au cours des derniers conflits où les chars ont été mis en action de manière massive, et on s'aperçoit qu'en fait la confrontation char contre char devient complètement marginale. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a complètement disparu, et ça ne veut pas dire qu'elle ne réapparaîtra pas. Je pense que dans cette affaire, il faut faire preuve d'humilité et dire qu'en fait, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce qui agresse et qui détruit les chars, en fait, ce ne sont pas les chars adverses, c'est plutôt tout le reste. Voilà. Donc en particulier les drones, beaucoup l'artillerie, ce fut le cas de l'aviation pendant la guerre du Golfe, mais bien sûr, les mines et les IED prennent aussi leur tribut. D'où cette révolution que nous devons opérer dans le domaine de l'approche de la protection, sans doute abandonner l'arc frontal au profit d'une protection sans doute plus homogène et qui permettrait de faire face à des menaces pour lesquelles, en particulier les systèmes de protection active, ne sont pas efficaces. Alors pourquoi l'abandon de l'arc frontal est un facteur déterminant de cette nouvelle approche ? Tout simplement parce que dans les temps anciens, quand on concevait un char,
qui était destiné à se battre en conditions de duel. On mettait évidemment l'essentiel du blindage sur l'arc frontal, et on voit que le niveau de protection de l'arc frontal, donc ici représenté sous forme d'un tableau, alors avec en abscisse et en ordonnée les valeurs de protection face aux charges creuses et les valeurs de protection face à la flèche. On voit qu'on a 3 blocs. On a un bloc 25-35 tonnes dans les niveaux bas jusqu'au niveau 6. On a un bloc 40-55 tonnes pour un certain nombre, pour des niveaux de protection flèche et de niveaux de protection charge creuse donnés. Et quand on veut vraiment atteindre des niveaux de protection, encore une fois dans l'arc frontal, pour des menaces extrêmement agressives, eh bien en fait il faut allègrement franchir les 60 tonnes et aller pratiquement jusqu'aux 70. Ceci bien sûr ne tient pas compte des niveaux de protection sur le toit, les flancs et le plancher. Alors, l'immense avantage quand on est à la retraite, ce qui est mon cas, c'est que ça permet de réfléchir, parce qu'on a le temps, et puis d'autre part, ça permet de faire des petites études qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on était en activité. Je referme la parenthèse. Alors, mon exercice a consisté à prendre un char Leclerc. Ce char Leclerc, j'ai retiré les modules lourds qui protègent l'arc frontal en tourelle et en châssis. Comme le char s'est allégé, je me suis dit qu'il n'y avait plus besoin d'un groupe motopropulseur de 1500 chevaux, donc je l'ai enlevé. Et puis j'ai enlevé quelques petits équipements qui ne paraissaient pas essentiels, comme par exemple la capacité de transporter des réservoirs supplémentaires. Et je me suis retrouvé avec un char étonnamment léger. Et sur ce char, en fait, j'ai appliqué les solutions d'allègement des années 2000. Il faut savoir qu'à une certaine époque, on travaillait beaucoup sur l'évolution du char Leclerc et qu'on avait une étude complète qui consistait à chercher des tonnes pour alléger le char Leclerc. Et ces études, elles sont tout à fait disponibles. Voilà. Comme le char était plus léger, j'ai mis un GMP de 1300 chevaux. Alors il faut savoir qu'entre un GMP de 1500 chevaux et un GMP de 1300 chevaux, il y a pratiquement 1 tonne d'écart. J'ai rajouté un groupe auxiliaire de puissance, mais j'aurais pu rajouter un module d'hybridation. J'ai rajouté ce qui me paraît aujourd'hui tout à fait essentiel, qui est un système de protection active contre les drones. Et puis, ce char, je l'ai entre guillemets recouvert d'un blindage plus ou moins homogène, équivalent à 150 mm d'acier à blindage en 3D. Alors pourquoi 150 mm? Eh bien, c'est parce que ça correspond aux pénétrations des projectiles moyen calibre les plus agressifs, comme par exemple le 40 mm, voire le 57. Et ça correspond aussi aux pénétrations des charges génératrices de noyaux tirées par des drones ou des obus d'artillerie. Menaces contre lesquelles aujourd'hui il n'existe aucun système de protection active. Et puis j'ai rajouté un kit de furtivité parce que la furtivité fera clairement partie des éléments de survivabilité du char, de tous les blindés à l'avenir. Et le résultat, c'est que on passe d'un char de 56 tonnes à un char de 49 tonnes. C'est-à-dire qu'on est sous la barre des 50, on est symboliquement sous la barre des 50. Et donc je pense que c'est un paramètre extrêmement important si on veut appréhender la conception d'une nouvelle génération de chars. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne vous ai pas mis les chiffres correspondant à tous ces niveaux de protection, parce qu'ils sont bien sûr confidentiels, et que je n'ai pas envie de me faire attraper par la patrouille. Alors, ce char, ou ce concept de char Leclerc, évidemment virtuel à 49 tonnes, on peut affirmer aujourd'hui que sur un champ de bataille du type Ukraine, en fait, il est infiniment plus survivable, pardonnez cet affreux néologisme, que le Leclerc que nous connaissons aujourd'hui, qui pourtant est plus lourd. Donc on voit que une nouvelle approche de protection ne se traduit pas forcément par un alourdissement. On peut faire des choses plus légères, mais dont la stratégie de protection est plus pertinente par rapport aux menaces actuelles. On aborde maintenant la mobilité. Alors sur la mobilité, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Alors la première, je voudrais faire un petit rappel, et puis je voudrais remettre un petit peu l'église au centre du village. Encore une fois, une silhouette de Leclerc, et puis figuré en brun, ce que devrait être un train de roulement à roues pour porter les 55 tonnes du char Leclerc. Alors, ceci n'est pas une invention, j'ai directement pris le train de roulement du Sprat.
Le Sprat, c'est le pont du génie, le pont d'assaut du génie, qui est un engin d'un peu plus de 50 tonnes. Et on voit tout de suite que cette affaire n'est pas près d'être réalisée, c'est-à-dire qu'un char à roue de 50 tonnes, ça ne peut pas aujourd'hui exister avec les technologies dont on dispose, et ça n'est pas près d'exister. La chenille reste le système le plus léger et le plus compact pour porter des masses lourdes. Et si les chars sont lourds, c'est pas parce qu'ils sont chenillés, au contraire, la chenille ça les allège. Si les chars sont lourds, c'est tout simplement parce qu'ils portent du blindage. Si nous devions faire un char léger, extrêmement mobile et très bien armé d'un canon de 120, c'est un char qui ne dépasserait pas 35 tonnes, avec un niveau de protection, on va dire un niveau de protection du VBCI. Si le char Leclerc est très mobile et a toujours son canon de 120, mais est très protégé, c'est tout simplement parce qu'il porte des blindages. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Si les véhicules à roues sont associés à la masse légère, c'est pas parce qu'ils sont à roues, c'est parce qu'ils peuvent pas être lourds. Un véhicule à roues ne peut pas être lourd, tout simplement parce que les technologies, comme on le voit, ne sont pas disponibles. Si le VBCI était à chenille, il ferait sans doute 3 à 4 tonnes de moins que la version 8.8 que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc je voulais rappeler ces évidences parce qu'il y a un certain nombre de légendes urbaines qui traînent à propos des véhicules chenilles et des véhicules à roues, et il est bon de temps en temps de rappeler des faits techniques et physiques. Alors les enjeux de la mobilité, ils sont absolument considérables, et ce n'est pas par provocation que j'ai illustré ma planche avec le nouveau GMP turc Batu de 1500 chevaux, c'est simplement pour rappeler que si on veut, on peut. Les Turcs ont mis 5 ans pour mettre au point ce groupe motopropulseur, alors qu'ils sont partis de rien, ils n'avaient rigoureusement aucune expérience en la matière, et ils sont partis d'une feuille blanche. Donc le faux débat construit en France sur est-on capable en France de concevoir un moteur et un groupe motopropulseur de char trouve ici sa réponse évidente. Ensuite, la mobilité, c'est quoi? La mobilité, c'est ce que j'appelle le facteur de confiance de l'équipage. Vous pouvez tomber en panne radio, vous pouvez... alors c'est ennuyeux, un sniper peut détruire vos viseurs, c'est ennuyeux, vous pouvez tomber en panne de motorisation de tourelle, c'est ennuyeux, mais tout ceci n'est pas mortel. Si vous cassez la transmission ou si vous cassez votre moteur, vous êtes immobile et donc vous êtes mort. C'est pour ça que la mobilité, c'est un facteur de confiance. La mobilité augmente la puissance de feu et la protection. Alors elle augmente la puissance de feu tout simplement parce que si vous êtes capable de manœuvrer, d'exploiter finement le terrain, vous vous mettez en position de tir favorable pour détruire l'ennemi. Et la mobilité, c'est de la protection, car comme je viens de le rappeler, tant qu'on bouge, on vit, quand on est immobile, on meurt. Je pense qu'une des tendances en matière de groupe motopropulseur, ça va être de passer du concept de groupe motopropulseur justement au groupe énergie-propulsion, tout simplement parce que le nombre d'équipements à alimenter en énergie électrique à bord d'un char va croissant, et que si on combine ça aux promesses d'une transmission hybride, il va falloir produire énormément d'énergie électrique à bord de nos chars, et c'est la raison pour laquelle ce groupe motopropulseur pourrait migrer vers un concept plus moderne de groupe énergie-propulsion. Alors ce que l'on réclame à ce groupe énergie-propulsion, ça va d'abord être de la rusticité et de la fiabilité. Bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les pannes et les casses en terrain. On sera obligé de maintenir des moteurs thermiques, car aujourd'hui, dans l'état actuel des technologies, le char électrique est une douce illusion. Il n'y a absolument pas du tout les volumes à bord d'un char actuel pour transporter l'énergie sous forme de batterie, et que le carburant reste encore le moyen de transporter beaucoup d'énergie sous un faible poids et un faible volume. Le GMP ou le groupe énergie-propulsion hybride, oui, bien sûr, pourquoi pas. La question, c'est de répondre à pourquoi faire. Parce que les GMP hybrides seront forcément un peu plus complexes, il y aura un peu plus de pièces à l'intérieur, leur MCO sera un peu plus complet, ça coûtera forcément plus cher. Voilà. Donc il s'agira de savoir combien est-on prêt à payer pour avoir un groupe hybride, et en regard de ça, quel avantage capacitaire j'obtiens.
Sachant qu'un groupe conventionnel avec un groupe auxiliaire de puissance, ça rend aussi pas mal de services. Un autre aspect qui me semble essentiel et qu'on n'a jamais abordé sur la fragilité de la mobilité, c'est l'hyperdépendance aujourd'hui au logiciel, c'est-à-dire que tous ces objets, qu'on les appelle des GMP ou des GEP, sont pilotés par des calculateurs numériques, donc des logiciels. Et je pense que sur le champ de bataille du futur, les actions cyber font que dépendre de logiciels pour faire avancer nos chars, ça relève du suicide collectif. Alors qu'en temps de paix, nous ayons des modes numériques, évidemment, il n'y a aucun problème, mais en temps de guerre, il faut pouvoir avoir un switch qui permet de basculer sur peut-être une électronique analogique, voire même pour certaines sous-fonctions du GMP, vers des systèmes de commande électromagnétiques. Enfin, si nos chars s'allègent, si nous descendons en dessous des 50 tonnes et qu'une puissance de 12 à 1300 chevaux suffit, eh bien, tout ceci est extrêmement intéressant d'un point de vue industriel, tout simplement parce que on va pouvoir tomber sur des gammes de moteurs qui ne sont pas des gammes de moteurs spécifiques, comme aujourd'hui on a en 1500 chevaux, mais des gammes de moteurs plus industrielles qu'on trouve sur des engins spéciaux, des engins de chantier, des camions. Et en particulier, la bimotorisation pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Tout simplement, je vous donne un exemple, 1200 chevaux, c'est 2 fois 600 chevaux, voilà. Or, 600 chevaux, c'est extrêmement proche, par exemple, des puissances des moteurs diesel qui équipent les gros SUV. Il y a des SUV aujourd'hui qui sont équipés de moteurs 10 cylindres de 500 chevaux. Bon, les faire passer 600 chevaux ne devrait pas être un énorme problème. Alors, c'est clair que du point de vue industriel et du point de vue prix, deux moteurs de SUV de 600 chevaux, c'est pas du tout le même prix qu'un moteur spécifique de 1500 chevaux. Hein. Un moteur de 1500 chevaux, c'est 1 million. Deux moteurs de SUV qui auront été retravaillés et redesignés pour une utilisation militaire, ça dépassera jamais les 200 kg. Voilà, donc, et la bimotorisation permet aussi des architectures de GEP extrêmement originales, et à titre d'exemple, quand vous avez deux moteurs, ben vous avez la fonction groupe auxiliaire de puissance, ben elle est gratuite, puisqu'il suffit de couper un moteur et vous tournez sur lui qui reste. Voilà, donc je soumets tout ceci à votre réflexion. Quand il s'agit maintenant d'équipage et d'ergonomie, on a des phénomènes extrêmement intéressants, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, où nous avions des chars à 5 hommes d'équipage, on est passé à 4, puis à 3, et il n'est pas impossible qu'on remonte à 4. Alors, quand on remonte à 4, ça s'appelle le Leclerc Evolution, ça s'appelle le Lynx, le KF-51 allemand. C'est aussi la spécification, et je tiens à le signaler, c'est aussi la spécification du futur char indien. Donc, l'arme blindée indienne, c'est 80 régiments, 4000 chars, hein, voilà, donc ça calme. Et c'est surtout une arme blindée qui est habituée à utiliser des chars 3 hommes, puisque ce sont des T-72 et des T-90. Eh bien, pour leur char futur, les Indiens disent non, nous on veut 4 hommes avec un chargement automatique. C'est-à-dire que le 4e homme n'est plus le chargeur, le 4e homme c'est ce qu'on appelle un opérateur système pour opérer la multitude d'équipements supplémentaires qu'on greffe sur les chars, depuis les tourellos téléopérés, les robots, le pilotage de drones, ou tout simplement regarder les écrans qui renvoient les images des caméras périmétriques. Alors en matière d'équipage, on a à peu près toutes les formules. On peut imaginer ce qu'on appelle un man-robot. Alors le man-robot, je suis désolé pour cet oxymore, mais c'est finalement un char S, donc le fameux char S suédois qui serait dopé à l'intelligence artificielle. L'intérêt de mettre un pilote dans le robot, c'est que ça résout l'éternel problème de l'autonomie décisionnelle de mobilité qui aujourd'hui est un immense obstacle à la robotique terrestre. Donc le man-robot, un char à un homme, pourquoi pas. Le char intercepteur, alors le char intercepteur, ce serait un char à 2 hommes, un pilote plus un chef de char. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le début des années 80, l'inspection de l'arme blindée cavalerie avait demandé, dans le cadre des études Leclerc, de développer un char intercepteur à 2 hommes. Voilà. Ce qui évidemment induit une très grande automaticité de la conduite de tir, avec probablement l'usage de radars millimétriques ou de lidar. On peut aussi avoir une configuration système avec un char, avec une équipe constituée d'un char poste de commandement, qui serait aussi porteur d'une ruche
de drones qui pilotent 2 ou 3 chars tueurs téléopérés, qui peuvent être des man-robots ou des chars complètement dépourvus totalement d'équipage. Donc on a aujourd'hui une grande variété dans les possibilités d'opérer nos chars avec des équipages plus ou moins réduits, et ces différentes formules ne s'excluent pas l'une l'autre, c'est-à-dire qu'on peut faire cohabiter des man-robots avec des chars 4 plus chargement automatique, ça n'est pas incompatible. On n'a pas à faire un choix, on peut très bien combiner, c'est ça que je veux dire. La transition se fait avec l'automatisation et la téléopération. Alors là, parce que je suis taquin, j'ai fait des saisies d'écran d'un film soviétique des années 80, où on voit un opérateur derrière des écrans de télé noir et blanc à l'époque, qui télépilote un T-80U. Voilà. Donc la téléopération des chars, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà 45 ans, hein, les soviétiques le faisaient durant la guerre froide, donc le concept n'est pas nouveau. Les technologies sont nouvelles, en revanche, et ça permettrait sûrement de faciliter beaucoup les choses. Alors il faut distinguer l'automatisation de la téléopération. En matière d'automatisation, on a déjà fait beaucoup de choses. On a automatisé les transmissions, hein. On a aujourd'hui des boîtes automatiques. On a automatisé le chargement des munitions, grâce à des chargements automatiques. On a la protection active, qui est quelque chose de totalement automatique, voilà. Parce que de toute façon, pour protéger correctement un char face à un missile qui arrive, le système doit agir automatiquement, sans intervention de l'équipage. Les conduites de tir possèdent un certain nombre de facilitateurs pour l'aide au pointage, l'aide à la visée, le tir automatique, et puis bien sûr, on a tous nos systèmes automatiques de transmission de données qui permettent d'échanger des informations sur le champ de bataille de façon très très rapide, sans intervention de l'homme. Alors c'est à dessein que je n'ai pas utilisé le mot robotique et que je lui ai préféré le mot de téléopération, parce que aujourd'hui, factuellement, dans le domaine terrestre, les robots, ça n'existe pas. Alors, les robots au sens, évidemment, d'Asimov, hein, voilà. Cet objet complètement autonome, capable de prendre des décisions sur la base d'une analyse fine de son environnement, tout ceci n'existe pas dans le domaine terrestre. Donc, aujourd'hui, ce que l'on fait dans le domaine terrestre, ce sont des machines téléopérées. Donc il vaut mieux parler de téléopération et d'employer les mots justes pour désigner le phénomène qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, l'homme est dans la boucle pour tout un tas de raisons, parce qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur la mobilité, et que si on envoie des robots faire la guerre à notre place, encore une fois, en raison des limitations techniques de l'autonomie décisionnelle de mobilité, ben, il faut qu'un homme remplace le pilote. L'homme est dans la boucle pour préparer la mission, de manière tout à fait claire. Il est aussi dans la boucle pour choisir quel est l'espace-temps dans lequel un robot est appelé à faire du tir automatiquement, sans intervention. Et puis, il faut savoir que la mobilité des robots s'améliore avec la taille des plateformes. Évidemment, plus un robot est grand, et plus il a de facilité pour franchir les obstacles, et à ne pas se poser de questions pour savoir si un petit caniveau peut l'arrêter. Voilà. Donc, plus on fait des robots gros, et plus ils auront une mobilité intéressante, et moins on aura à intervenir dans la téléopération de ces plateformes. Si on passe à la fonction feu, l'impératif pour moi, c'est être sûr de détruire. Il ne peut pas y avoir de sous-dimensionnement de l'armement. On ne peut pas faire un armement trop juste, ou un armement qui ne porte pas assez loin. Voilà. Si on touche, on tue. Voilà, c'est ça le principe. Pour ce faire, il faut des performances de détection, reconnaissance, identification très hautes. Là, je pense qu'il faut véritablement mettre de l'argent dans la DRI. Et il faut mettre de l'argent dans la DRI dans une variété de capteurs et de senseurs qui vont des moyens optroniques, sans doute aux moyens radar, aux moyens lidar, et puis bien sûr exploiter toutes les possibilités de l'intelligence artificielle pour toute l'exploitation qu'on pourrait appeler l'exploitation hyperspectrale du champ de bataille.
de sorte que l'on puisse décamoufler facilement, de sorte que l'on puisse identifier facilement pour réduire évidemment la séquence de tir. Donc en matière d'armement, pas de compromis, c'est ce que je disais. Il faut tirer plus loin ou de plus loin, donc on rentre dans les affaires de tir au-delà de la vue directe. Et pour moi, déjà, une des mesures techniques à prendre pour un char du futur, c'est déjà de pouvoir pointer le canon à 30 degrés, ce qui permet d'expédier des obus relativement loin et de toucher des cibles élevées. Ça, ce sera vraiment une rupture avec les chars actuels qui sont limités entre 18 et 20 degrés. Pour ce qui concerne le canon, les nouveaux calibres ne vont pas chasser les anciens. Le 130 ou le 140, enfin pour moi c'est 140, le choix est fait, mais certainement pas 130 évidemment, ne chassera pas ni le 105, ni le 120, ni le 125. Nous allons avoir une cohabitation. Tout à l'heure je disais que les chars légers revenaient, eh bien tous ces chars sont équipés en 105, tout simplement parce que le 105 suffit dans 90% des cas. En dehors de vouloir percer l'arc frontal des chars les plus lourds, un 105 ça détruit à peu près tout. Et ça a l'immense avantage d'être rayé, c'est-à-dire que ça tire très précisément très loin, contrairement à un tube lisse. Le 120 est une arme merveilleuse, donc le 120 il est là pour encore 50 ou 60 ans sans aucun problème. Quant au 125 il ne va pas disparaître de sitôt, puisque je reviens à mon cas indien, il semblerait que les Indiens, pour tout un tas de raisons industrielles en particulier, resteront collés au 125, comme les Russes aussi. Et puis bien sûr, tout ça, il va falloir le combiner avec des MTO, des lasers, des armes électromagnétiques pour neutraliser les drones, des canons de moyen calibre, des missiles et des mitrailleuses que l'on va répartir. Alors certains trouveront leur place sur le char et d'autres iront migrer sur des plateformes à côté. Alors de ce point de vue-là, je vous donne encore une fois un petit clin d'œil. Je fais ce qu'on appelle du futur antérieur. J'aime bien ouvrir les archives de l'armement, on y trouve des choses merveilleuses. Et à la fin des années 80, les Allemands avaient lancé le programme Panther, alors qui est une des idées sans doute les plus intelligentes qu'on ait jamais imaginées au cours de la guerre froide. Le Panther, c'était tout simplement un affût missile, voire de guerre électronique, qu'on pouvait monter à 12 mètres de haut pour tout simplement ouvrir les champs de tir. Et donc avec un Panther, ce qui était du TAVD devient du TVD, c'est-à-dire du tir à la vue directe. Ce qui change évidemment beaucoup les choses. Alors sur ces plateformes élevées, on peut mettre beaucoup de choses, on peut mettre des missiles, on peut mettre de l'armement, on peut mettre des brouilleurs, on peut mettre des moyens d'observation, on peut aussi mettre des moyens de communication. Par exemple, si un jour les transmissions laser viennent à maturité, eh bien échanger des messages laser entre plateformes élevées, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Et surtout, c'est tout temps. Voilà. Et puis à côté, vous avez le Javelot. Alors le Javelot, c'était une version de la MX-30, notre brave MX-30, à qui on demandait de faire de l'anti-aérien et pour affronter ce que j'appelle la multitude dans le ciel, c'est-à-dire ces dizaines de drones qui vont voler, ma foi, 64 roquettes de 40 mm guidées, ça doit pouvoir faire le boulot. D'autant que ces roquettes étaient capables de porter jusqu'à à peu près 3 km. Donc on trouve des choses très intéressantes qui répondaient pas forcément à des problèmes de l'époque, mais qui commencent à répondre à des problèmes 40 ans après. Le MGCS, il y a plus de 40 ans, nos dignes anciens qui prenaient le temps de réfléchir, dans une sous-commission qui s'appelait la sous-commission Char Futur, avait bien identifié cette affaire de multiplateforme. Et ils avaient dit un système cohérent tactique face au pacte du Varsovie, c'est-à-dire une situation de combat de haute intensité en Centre-Europe, doit impérativement être constitué d'un char-canon. Alors ce char-canon, on le connaît, ça s'appelle le Leclerc. Mais il doit aussi être accompagné, alors un véhicule d'accompagnement pour faire de l'appui-lumière fumigène et surtout pour faire de l'anti-hélicoptère, avec à l'époque ce qui s'appelait le moyen calibre futur et le solaire très courte portée. Il y avait un blindé de détection et de commandement, et le quatrième était un blindé de ravitaillement. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que jamais les camions ne pourraient se porter de manière sûre
et efficace auprès des chars en première ligne, et qu'il fallait un blindé dédié pour amener le carburant et les munitions. Tout ceci est d'actualité. Tout ceci est d'actualité, et pourtant c'est une conclusion qui a 43 ans aujourd'hui. Alors des MGCS, il en existe. Hein. Alors il y a le MGCS russe. Alors les Russes font du MGCS comme M. Jourdain faisait de la poésie. C'est-à-dire qu'en fait ils ont tout pour faire un MGCS. Bon, ce qu'il y a, c'est que l'application sur le terrain, elle est pas forcément à la hauteur des enjeux. Mais sur une même plateforme de T-90, on trouve le TOS, un engin d'appui à roquette thermobarique absolument redoutable. On trouve l'escorteur Terminator et bien sûr on trouve le char principal. On voit en ce moment sur Internet différents concepts de systèmes de combat blindés entièrement téléopérés. Donc en fait c'est un MGS téléopéré, MGCS téléopéré, vous voyez, avec différentes versions. Au centre l'engin de commandement, il y a un véhicule de transport d'infanterie, il y a des drones, il y a un engin du génie, un escorteur. Voilà, une partie de ces engins ont des pelles de déblaiement pour pouvoir percer le dispositif. Voilà, c'est très intéressant. Et puis bien sûr, le MGCS qui factuellement est à l'œuvre en ce moment, c'est le MGCS israélien. Alors il est basé sur des plateformes variées, mais enfin ça ne retire rien à l'idée. Ils ont un char, ils ont un véhicule de combat d'infanterie, le Nammer, et puis ils ont 2 très puissants engins du génie qui sont chargés de déblayer le terrain devant les 2 autres, d'appuyer, de déminer, de détruire ce qu'il faut détruire et d'ouvrir des passages. Voilà, donc les Israéliens pratiquent le MGCS maintenant depuis des années et des années à côté de chez eux. La logistique. Alors, c'est peu de dire que la logistique de guerre sera éminemment contrariée. Et je voudrais rappeler aussi quelques éléments historiques. La moitié des panthères et des tigres de la Wehrmacht ont été perdus sur panne mécanique. Donc en clair, les équipages ont sabordé les chars. Ce qui signifie que pour perdre vos chars, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Et à peu près un quart des blindés russes a été abandonné en panne de carburant, panne technique, et puis certains ont été capturés. Voilà, c'est un peu la même chanson 70 ans après. Donc pour avoir un char logistiquement performant, je reviens à ma rengaine, fiabilité de la chaîne cinématique et de la liaison sol. Il faut des systèmes de diagnostic intégrés, probablement boostés par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les HAMS, mais on peut aller au-delà des HAMS. Il faut une très solide flotte d'engins de dépannage et d'évacuation, parce qu'on peut avoir un char à la peine, mais si on peut le récupérer, le réparer rapidement, il retourne au combat, et donc le taux de disponibilité est à peu près maintenu, ce qui signifie un maillage d'ateliers mobiles et de réparation et de régénération extrêmement dense. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut perdre toute illusion sur la capacité de nos camions à ravitailler efficacement nos chars au plus près, alors non pas de la ligne de front, mais c'est ce qu'on appelle maintenant la kill zone, donc cette espèce de bande de terrain de 10, 20 ou 30 km de large, dans laquelle se déroulent les combats et où la létalité est effectivement extrêmement forte. Donc là, il nous faut un véhicule dédié blindé, tout terrain, avec un système de protection active, pour ce que j'appelle le ravitaillement des derniers 30 km. La connectivité, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elle ne sera pas permanente. Elle sera partielle, elle sera interrompue, elle sera de plus ou moins bonne qualité. Les temps de permanence et de pleine capacité seront totalement épisodiques. Et puis la connectivité, ça signifie aussi une extrême vulnérabilité des postes de commandement qui vont être des cibles prioritaires. Enfin, moi, je ne voudrais pas être chef tactique dans le futur. Hein. Je sais que je serai la cible prioritaire. On pourrait avoir aussi des phénomènes de ce que j'appelle le véhicule imposteur, c'est-à-dire un véhicule capturé que l'ennemi prend et grâce au terminal tactique qui se trouvera à bord, l'ennemi pourra envoyer tout un tas de fausses informations, des fakes, clairement,
Et ensuite, l'autre aspect que je vois, c'est dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et dans ce qu'on pourrait appeler l'infobésité, c'est-à-dire cette quantité phénoménale d'informations qui vont arriver, c'est qu'à un moment donné, les cerveaux humains ne pourront pas aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, il va y avoir une réelle compréhension des effets provoqués par ce que nous suggère l'IA, et des effets provoqués par des décisions qui seraient basées sur de mauvaises analyses des informations que l'on reçoit. Donc c'est vraiment quelque chose, qui pour moi est extrêmement important, c'est cette limitation des cerveaux humains dans la compréhension des phénomènes tactiques. Alors, la connectivité, aujourd'hui, il y a un certain nombre de défis qui sont devant nous. Peut-être que les liaisons laser dont je parlais tout à l'heure résoudront une partie des problèmes. On aura de toute façon une augmentation très significative du nombre de PC, alors tout simplement parce qu'on va en perdre beaucoup, donc il en faudra beaucoup. Et puis d'autre part, il va y avoir une inflation des objets à téléopérer qui font qu'on aura des véhicules dédiés à ces affaires. Donc ça signifie aussi pour vous de plus en plus de ressources humaines à consacrer à équiper ces véhicules PC. Donc on voit bien que faire reposer l'efficacité d'une armée sur le pari que la connectique sera au rendez-vous est quand même extrêmement dangereux, et je voudrais revenir au projet Pendragon de l'armée de terre, donc ce projet très ambitieux de robotique. Il ne faudra pas oublier que si la connectivité n'est pas au rendez-vous, toute l'efficacité de Pendragon s'écroule. Et donc il va falloir doser de manière extrêmement subtile les modes de fonctionnement du système robotique Pendragon pour qu'à un moment donné, quand la connectivité ne sera plus là ou sera moins là, le système puisse revenir à des modes de fonctionnement sans doute un peu plus rustiques, et qu'on ne se retrouve pas sur les bras avec des centaines de robots complètement inefficaces et des véhicules PC toujours aussi vulnérables. Donc on voit qu'il y a des enjeux d'efficacité à travers cette connectivité fugace qu'il va falloir bien analyser avant de se lancer dans des grands concepts, alors certes très ambitieux et extrêmement excitants, et que l'on analyse toutes les conséquences des décisions que l'on prendra dans ce domaine. Et puis, il y a autant de solutions techniques que de solutions de doctrine et d'emploi, en particulier le commandement par objectif. Mais ça, c'est votre partie, ce n'est déjà plus la mienne. Alors, à titre de petite conclusion ou de suggestion, il y a une quinzaine d'années, j'avais commis un article qui s'appelait « Vers le char employable ». 15 ans après, et au vu de ce qui se passe en ce moment sur les différents théâtres d'opération, je ne retire pas une ligne ni un mot de ce que j'ai écrit. À l'époque, j'avais baptisé cet engin l'Empire, engin modulaire principal d'intervention et de réaction employable. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est autour de 45 tonnes, une plateforme, propulsée par un GEP de 12 à 1300 chevaux, une protection relativement homogène équivalent à 150 mm d'acier sous 3D, une protection active anti-drone pour toutes les plateformes, quel que soit leur emploi et quelle que soit leur mission, une ruche de mini-drones, voilà, et puis un kit de furtivité. Ça, c'est la configuration de base. Et sur cette configuration de base, je bâtis une famille complète dont l'ambition capacitaire est supérieure à celle du MGCS, puisque j'y inclus la composante génie, j'y inclus la composante infanterie, et j'y inclus la composante ravitaillement. Alors on y trouve un char à canon de gros calibre, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule d'ouverture de brèche, un engin poseur de travure d'assaut, un dépanneur, rigoureusement indispensable. Alors un escorteur à affût élevé, donc sur la base du Panther que je vous ai montré tout à l'heure, un engin capable de faire tout un tas de choses, de la guerre électronique, de l'appui-feu, de la DRI. Un escorteur de défense aérienne très courte portée, donc probablement quelque chose qui mixte des canons automatiques, des petits missiles, des brouilleurs, voilà, à voir.
un poste de commande contrôle et de guerre cyber, et enfin un ravitailleur. Pour compléter cette famille, des familles de robots et de drones de taille et de masse différentes, pilotées par IA, une famille de leurres mobiles, parce que des leurres fixes, ça ne sert à rien. L'intelligence artificielle aura tôt fait d'éliminer sur la situation tactique les leurres fixes, donc il nous faudra des leurres mobiles. Et puis des mines programmables, voire mobiles. Des mines programmables, voire mobiles. Voilà, tout ça, ça constitue l'Empire. Et cet Empire, il est intégré dans un système C5 interopérable au niveau européen. Et ma conviction est que si le MGCS, dans sa partie plateforme ou dans sa partie char, devait ne pas se faire avec l'Allemagne, il faudrait au moins préserver le système C5 pour avoir au niveau européen quelque chose d'interopérable entre toutes les plateformes qui auront été choisies sur des critères différents. Les petits OT en rouge signifient optionnellement téléopéré, et le T signifie complètement téléopéré. Voilà. Donc c'est un peu une répartition de la téléopération que je vous suggère sur cette planche, dans cette famille d'empires. Si ce concept de plateforme empire devait intéresser quelqu'un, je pense qu'il faudrait procéder suivant des méthodes de développement et d'approche programme un peu originales. Ne pas hésiter à s'inspirer de ce que nous avons fait il y a une trentaine d'années à propos du César, c'est-à-dire lancer un produit éminemment employable, relativement rustique mais très efficace, où l'effort financier a été mis sur quelques fonctions limitées qui faisaient véritablement la performance, et en laissant le reste à des choses un peu plus rustique, ce qui fait aujourd'hui l'immense efficacité du César et qui fait qu'il est très apprécié de ses équipages. Donc je dirais une approche à la César. Ensuite, il faut une approche sans doute incrémentale, c'est-à-dire on ne va pas tout développer tout de suite. Il faut développer d'abord la plateforme, quelques versions de base. Il faut une architecture ouverte. Alors non seulement pour faire évoluer le produit dans le temps, mais aussi pour pouvoir accueillir des partenaires qui viendront avec leur technologie provenant de leur BITD, parce qu'il ne faudra pas hésiter à ouvrir l'Empire à des coopérations extérieures, et ces coopérations pourraient ne pas être toutes complètement européennes. Il doit y avoir un certain nombre de pays hors d'Europe intéressés par le développement d'une classe de véhicules de ce type-là. C'est tout à fait clair. Ensuite, bien sûr, il y a une notion de masse critique. On a dit au cours de cette journée que en fait, la rentabilité du MGCS n'était acquise qu'à partir du moment où on fabriquait au moins 1 millier d'engins. Eh bien, pour équiper le futur corps d'armée que l'armée de terre s'apprête à construire dans le cadre de la défense européenne, moi j'estime que, toutes versions confondues, il faut à peu près 1500 plateformes Empire. Donc 1500, on voit qu'on est tout à fait dans la taille qui rend la chose rentable d'un point de vue industriel, et qui la rend rentable en se lançant dans un développement. Et ces 1500 plateformes chenillées de classe 45 tonnes, elles sont à rapprocher des plus de 4000 plateformes à roues du programme Scorpion, et ça donnerait à l'armée de terre un excellent ratio de 1/4 de chenillés, 3/4 de véhicules à roues, que l'on retrouve à peu près partout maintenant dans les armées européennes qui se rééquipent, et dans beaucoup d'armées dites de haute intensité que l'on peut trouver sur la planète, par exemple l'armée américaine ou l'armée sud-coréenne ou l'armée turque, voilà. Donc cet empire, il serait intéressant aussi que d'un point de vue budgétaire, nos députés et nos sénateurs puissent accorder une petite ligne budgétaire de quelques millions d'euros pour qu'en 2026, par exemple, nous puissions lancer au moins des travaux d'avant-projet
donc des travaux papier qui permettraient de bien cerner cette affaire, de trouver la bonne architecture et de commencer un petit peu à travailler sur les aspects industriels et les aspects de coût. Ce n'est pas sur le budget de la défense un effort complètement insurmontable que de mettre quelques millions d'euros pour faire une étude papier. Voilà. Je vous laisse sur ce concept d'empire, je vous laisse y réfléchir et j'imagine que nous aurons l'occasion de pouvoir en reparler ensemble à une autre occasion. Ceci conclut ma présentation et je vous remercie de votre attention.